Bienvenue dans Politique sur France 24, en partenariat avec Slate.fr et avec moi son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Marc. Carole Barjon, qui est éditorialiste politique au Nouvel Obs. Bonjour Carole. Bonjour Marc. Bruno Jeudi, qui est directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour Bruno. Bonjour. Et enfin Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Bonjour. Bonjour. Alors cette émission sera évidemment consacrée largement à la situation explosive, il faut le dire, en Nouvelle-Calédonie. Le Caillou, comme on surnomme ce territoire d'outre-mer, est en effet en proie à des violences sans précédent depuis peut-être 40 ans. La cause immédiate, c'est une révision constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral pour les futures élections provinciales. Un geste qui a agi comme une allumette lancée dans un baril de poudre dans cet archipel aux relations si tourmentées avec Paris. Alors on va commencer par un petit rappel historique. Voici les Kanaks, les premiers habitants de cet archipel découvert en 1774. Environ 18 000 km² de terre baptisée Nouvelle-Calédonie et dont la France prend possession en 1853. Les Kanaks sont alors parqués dans des réserves au nord et à l'est de l'île. Décimés par les maladies ou massacrés lors de révoltes, leur nombre est divisé par 2 en quelques années. À leur côté vivent désormais les Caldoches, les descendants de colons blancs de plus en plus nombreux. Au milieu des années 60, avec l'explosion du cours du nickel, les habitants s'enrichissent, mais les Kanaks, eux, restent en marge. Dans les années 80, le territoire s'embrase. La question de l'indépendance devient alors centrale. 2 camps s'affrontent, les loyalistes Caldoches et les indépendantistes Kanaks. Les violences font plusieurs morts jusqu'en 1988, jusqu'à la signature des accords de Matignon qui prévoient un référendum d'autodétermination. Mais il faudra attendre l'accord de Nouméa 10 ans plus tard pour que l'organisation d'un scrutin soit entérinée. Finalement, ce n'est pas 1 mais 3 votes qui sont organisés en 2018, 2020 et 2021. À chaque fois, le non à l'indépendance l'emporte. Mais les résultats font débat, car sur l'île, tous les habitants n'ont pas le même droit de vote. L'issue du scrutin n'est donc pas toujours représentative. Pour les élections provinciales, par exemple, seules les personnes inscrites sur les listes électorales avant 1998 et leurs descendants peuvent s'exprimer. Une restriction considérée comme essentielle par les Kanaks qui disent vouloir se préserver d'une recolonisation, mais qui exclut un électeur sur 5. Oui, et donc cette révision constitutionnelle proposée par le gouvernement, adoptée par le Sénat et désormais depuis cette semaine par l'Assemblée nationale, vise donc à donner le droit de vote aux résidents depuis plus de 10 ans, ce qui revient sur le gel du corps électoral qui avait donc été décidé par Jacques Chirac en 2007 afin d'apaiser les tensions. Alors Jean-Marie, on a vu évidemment beaucoup de violences, on a vu des morts, on a vu la proclamation de l'état d'urgence, le président, le Premier ministre changer leur agenda, conseil de défense, cellule interministérielle de crise. On a un petit peu l'impression que c'est la panique à Paris, comme si on avait été surpris par cette éruption de violence. Oui, on a sans doute été surpris en effet, parce que personne ne s'attendait à une telle flambée de violence, justement, qui ramène l'île, enfin l'archipel, quelques solides années en arrière, avant même les accords de Matignon, avant le second accord avec Lionel Jospin. Il y a de toute façon plusieurs problèmes. Il y a un problème d'urgence. L'urgence, c'est en effet de retrouver un état de droit, de retrouver une sécurité minimale, de réapprovisionner les populations qui vont manquer maintenant de nourriture, ainsi de suite. Donc ça, c'est le travail immédiat du gouvernement. Le deuxième problème, c'est d'essayer de remettre tout le monde autour d'une table pour essayer de continuer dans la voie qui avait été tracée il y a 35 ans maintenant. Mais il faut bien avoir en tête que c'est extrêmement difficile. D'abord, le processus dans lequel l'île est engagée, c'est un processus de décolonisation. Mais c'est un processus extraordinairement ambitieux, car à l'intérieur de ce processus, les différentes communautés de l'île sont censées marcher l'une vers l'autre, et élaborer une sorte de citoyenneté calédonienne au bout du processus. Et c'est ça qui, pour le moment, est enrayé, mais c'est en même temps d'une grande complexité. Et c'est enrayé parce qu'il y a d'abord, les leaders indépendantistes aujourd'hui, d'abord, sont pas d'un bloc,
Mais petit à petit, ils sont concurrencés ou contestés par des plus jeunes, plus radicaux. Et donc là, dans les événements dont on parle, il y a à la fois cette mouvance indépendantiste dans sa fraction la plus radicale qui s'est mise en mouvement certainement, mais il y a aussi un phénomène d'émeute urbaine et qui est très différent de ce qui pouvait se passer au moment où le territoire était déjà au bord de la guerre civile, où les Kanaks habitaient la brousse principalement. Aujourd'hui, la moitié de la population de Nouméa est d'origine kanak. Donc, d'où le côté émeute urbaine qu'il peut y avoir aujourd'hui et qui complexifie encore un peu plus la chose parce que dans les structures kanak, il y a les élus et puis il y a les autorités coutumières. Mais les autorités coutumières n'ont plus le poids qu'elles avaient avant. Donc, c'est une île qui est en même temps dans toutes des transformations que d'autres pays connaissent, que nous connaissons ici en métropole, et en même temps avec des spécificités, des particularités encore très grandes. Donc c'est très compliqué. Alors après, on peut faire le procès du gouvernement, dire qu'il a manqué de... En fait, dans ces histoires, il faut toujours donner le sentiment et des garanties d'équilibre. L'équilibre, c'est le maître mot. Or, dans la période récente, le gouvernement n'a pas donné tous ces signes d'équilibre. Par exemple, la nomination au gouvernement de Mme Backès, qui est présidente de la province sud, c'est-à-dire la province de Nouméa, au sein du gouvernement. Ça signifiait pour les autres, notamment les indépendantistes, que le gouvernement se rangeait complètement du côté de ses adversaires locaux. Ne serait-ce que cela, c'est un symbole de déséquilibre. Et il y a aussi comme ça eu sans doute d'autres manifestations de la part du gouvernement de déséquilibre. Et donc, la confiance n'est plus là, donc tout ça est à reconstruire, c'est infiniment compliqué. Alors, Carole, c'est vrai que c'est un processus compliqué, mais cette révision du corps électoral, elle était censée faire partie, j'allais dire, d'un package, entre guillemets, plus global, d'un accord global. Oui. Gérald Darmanin, oui. Si mes comptes sont corrects, il est allé quand même 7 fois sur place, 17 000 km, on n'y va pas juste pour la journée. Et il n'y a pas d'accord, et pourtant... la majorité, le président ont décidé de pousser cette réforme constitutionnelle. Alors, ils n'ont pas convoqué le Congrès à Versailles en espérant encore un deal de dernière minute, mais on joue quand même avec le feu, la preuve. Oui, mais bon, c'est vrai que cette réforme du corps, l'élargissement du corps électoral était donc prévu, c'est d'ailleurs légitime. Parce qu'il n'est pas normal que des gens qui soient nés même en Nouvelle-Calédonie ne puissent pas voter aujourd'hui, puisque tous ceux qui sont nés après 1998 ne peuvent pas voter. Donc ça d'un point de vue démocratique, ça n'est pas normal, et c'était prévu. Simplement, voilà, le problème, pour rejoindre ce que je disais Jean-Marie sur... les erreurs du gouvernement, la nomination de Sonia Backès, moi je pense qu'il y avait quand même des signes avant-coureurs, surtout s'agissant d'un territoire aussi compliqué et complexe. Je pense que peut-être on aurait dû prendre garde à l'amertume des Kanaks, enfin des indépendantistes, après le référendum de 2021. Le dernier des 3 référendums. Le dernier des 3, qui... a été organisé alors qu'il ne le souhaitait pas parce qu'on était juste en train à peine de sortir de la crise du Covid, et le gouvernement a quand même organisé ce référendum-là alors qu'il était prévu en 2022, je crois. Bon. Oui. Donc avec un an d'avance sur l'échéance prévue. Donc grosse amertume des indépendantistes. Peut-être eût-il fallu dans ce cas mettre un peu de baume et voilà, s'occuper des réactions que ça pouvait provoquer. Ça n'a pas été le cas. Vous rappelez que Gérald Darmanin est allé 7 fois en Nouvelle-Calédonie, certes, mais Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur, donc son sujet, c'est quand même beaucoup plus l'autorité, la sécurité, etc., que une action interministérielle qui doit couvrir les problèmes sociaux notamment, puisqu'on sait qu'il y a quand même des inégalités sociales assez criantes qui ajoutent à l'amertume. Bon, donc comment est-ce qu'on sort de tout ça ? C'est assez compliqué, et c'est vrai que s'agissant de cette réforme du corps électoral, je n'ai pas le sentiment que Macron... que le président fasse un grand geste en disant on a jusqu'à la date du Congrès, c'est-à-dire fin juin. Mais
Mais fin juin, Oui, parce que c'est dans 6 semaines. Parce qu'Emmanuel Macron a dit... On ne règle voilà. pas une situation aussi complexe et aussi explosive en 6 semaines. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être prendre plus de temps que prévu. Henri Vernet. Ne pas la régler en 6 semaines, oui, ça paraît complexe. Ne serait-ce que l'historique que vous avez passé montre que les racines elles sont très anciennes. En fait, ce qui s'est peut-être passé avec ce référendum, donc avorté, puisque en réalité, un référendum où ne votent pas les gens les plus, en tout cas tout à fait concernés, qui étaient les Kanaks, et donc et notamment parmi eux les indépendantistes. Petite parenthèse, tous les Kanaks ne sont pas indépendantistes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même... Oui, mais c'est un point qui est assez important. Oui. Notamment, d'ailleurs, parce que dans les accords qui ont été rappelés, ceux de Matignon puis de Nouméa, il y avait justement un progrès qui avait été extrêmement significatif, qui était l'association des Kanaks au développement économique de l'île, notamment à travers les usines de nickel, puisque pour la première fois avait été abattie une filière de transformation du nickel sur place, ce qui permettait de répartir la richesse. Alors qu'auparavant, il s'agissait d'une économie purement exportatrice, et en effet, dont ne profitaient pas les natifs, si je puis dire, de l'île. Donc là, il y avait ce développement, et parmi les facteurs qu'a rappelé Jean-Marie Colombani sur le fait que ça prenne, que le filon soit aussi explosif cette fois-ci, parmi les facteurs, il y a justement cette crise mondiale économique du nickel qui fait que ça marche plus du tout, ça. Donc c'est aussi une espèce de frustration qui revient. Et donc, pour revenir à ça, c'est vrai que quand je parlais de référendum, en tout cas de processus un peu avorté pour son dernier acte, qui est donc celui de 2021, donc référendum boycotté, avorté dans la mesure où il n'y avait pas vraiment de suite de l'histoire qui était écrite, qui était prévisible. Or, dans la suite de l'histoire, et oui, mais oui, justement, et on ne peut pas conclure cette histoire comme ça, parce que vous, malgré tout, vous devez quand même garder un processus quelque part d'autodétermination. Alors certes, c'est possible, parce qu'autodétermination, ça veut aussi bien dire que si on le choisit, on peut rester dans la République. Ou trouver une forme qui soit autre chose qu'une indépendance pure et simple. Ça existe, il y a des exemples à travers le monde. Donc là, ça, c'était pas du tout balisé. Et c'est ça aussi qui a soufflé un petit peu sur les braises, cette idée de se dire, voilà, on a fait 3 référendums. Évidemment, il n'est pas question d'en prévoir un pour dans 1 an, dans 2 ans. Peut-être que là, la série peut s'arrêter. Néanmoins, il fallait peut-être garder ça en tête. Et puis, c'est vrai, les provocations, entre guillemets, avec ces différentes nominations, y compris celle du rapporteur du projet de loi. Voilà, là, on a quand même eu de vraies maladresses. Alors, on va juste écouter une des réactions. Alors, la droite, l'extrême droite demande évidemment le retour à l'ordre et accuse le gouvernement de ne pas en être capable. À gauche, évidemment, on dénonce un penchant colonialiste. On va écouter le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui était, lui, en visite au Sénégal. Si j'évoque à cet instant cet épisode du néocolonialisme, c'est que la France, qui pensait s'en être d'abord tirée, y retourne à cet instant, et à l'heure à laquelle je vous parle, nous avons à souffrir de 3 morts parmi les jeunes Kanaks et d'un gendarme français tué à Nouméa dans les événements qui s'y déroulent et qui doivent tout à l'absence de réflexion politique sur le bilan de notre histoire. Alors Bruno, le bilan s'est hélas alourdi depuis ces paroles prononcées depuis le Sénégal par Jean-Luc Mélenchon. La gauche de la gauche accuse le gouvernement d'être néocolonialiste. Est-ce que c'est purement une attaque politique ou est-ce qu'il y a en effet une attitude peut-être un petit peu néocolonialiste, arrogante ou Alors sur cette partie de l'échiquier politique, c'est-à-dire la gauche de la gauche, tel que vous la définissez, c'est un argument récurrent s'agissant de la Nouvelle-Calédonie et plus globalement des territoires d'outre-mer. Jean-Luc Mélenchon est souvent sur cette dialectique quand il est en Nouvelle-Calédonie, quand il va pour des déplacements en campagne présidentielle aux Antilles, en Guyane. La Réunion, c'est autre chose.
Donc c'est pas une surprise. À droite, de l'autre côté, la droite a voté le texte du gouvernement dans les termes identiques de ceux du Sénat. C'est pour ça qu'on est sur une hypothèse de congrès qui est pour l'instant suspendue par le président de la République, qui avait décidé de le faire avant même les événements de la semaine. Il sentait bien que la situation se dégradait, et sans doute, comme l'a dit Jean-Marie, n'a pas pris en compte les signaux, les maladresses. Je suis d'accord, tant Sonia Backès que le rapporteur. Je pense aussi quand même qu'il y a aussi du côté des Kanaks, des indépendantistes, l'idée au fond qu'ils ont du mal un peu à faire leur deuil de l'indépendantisme. C'est vrai que l'histoire s'est arrêtée sur un référendum qui a été... il y a une tentative de délégitimer ce référendum. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais on est un peu sur une solution du ni oui ni non. C'est un petit peu celle que, à mon avis, qui va se dessiner petit à petit, puisque au fond, sans doute qu'on refermera jamais cette page de « il faut choisir ». En revanche, la page du ni oui ni non peut être une page qui s'ouvre. Mais l'esprit même de 98, c'est d'abord les Kanaks ont fait un grand pas en avant en considérant qu'ils étaient d'accord pour construire un avenir avec les Européens, qui étaient à Nouméa, et donc non plus dans cette coupure que certains partis indépendantistes voulaient maintenir, que Jean-Luc Mélenchon reproduit invariablement. Absolument, il change donc, pas. C'est pas du tout l'esprit de cet accord, d'un commun accord, si j'ose dire. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver ensemble à bâtir un avenir institutionnel dont certains pensent que ça peut être, selon la formule qui était celle de Oui, mais Pisani, pour ça, il faut accepter le résultat du vote. Sauf que là, de toute façon, les votes, c'est terminé. Non, j'entends bien, mais il y a quand même eu, avant ce fameux référendum de 2021, qui était boycotté, il y en a quand même deux qui sont de nature à perturber où une majorité disait qu'ils ne voulaient pas de l'indépendance. Parce qu'ils voient bien qu'ils sont minoritaires. Mais je pense que le problème, c'est surtout que l'ancienne génération des indépendantistes a du mal à vendre à la jeune génération un accord, parce qu'au fond, c'est aussi assez confortable pour les élus de rester derrière ces positions anciennes, et ça vaut pour les deux camps. Finalement, quand Emmanuel Macron, la dernière fois qu'il est allé à Nouméa, après constatant le résultat du dernier sondage, c'était soit le pardon, soit il faut avancer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les forces politiques calédoniennes ont du mal à avancer en réalité. Il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs. Et puis comme dans d'autres secteurs de la vie publique française, il y a un manque d'incarnation aussi. Il n'y a plus les leaders. Quand Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou se serrent la main, je veux dire, ça entraîne tout le monde, tout l'archipel. C'est vraiment une unification qui se concrétise. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de personnalité, ni chez les indépendantistes, ni chez ceux que l'on appelle les loyalistes, qui soient de nature comme cela à incarner un maximum de gens. Alors, Henri, c'est vrai qu'il y a aussi des appels à, j'allais dire, répliquer ce qui s'était passé en 88, en 98, notamment envoyer une mission de dialogue. Il y a beaucoup de noms d'anciens premiers ministres. Est-ce que ça... Président du Sénat, président de l'Assemblée, ça a été évoqué par Bruno Retailleau. Voilà. Oui, mais dans ces missions, rappelez-vous, outre des politiques, il y avait des corps sociaux, il y avait des religieux, enfin des chefs des différentes religions, il y avait les francs-maçons qui étaient là. C'est d'ailleurs un grand maître de l'époque qui avait un petit peu présidé aux premiers accords Matignon. Et il y avait des gens qui sont vraiment dans la société. Et ça, c'est important parce que, comment dire, d'abord, c'est un territoire qui est au bout du monde. Je crois que ça a été dit à l'instant, 17 000 km, ça ne se franchit pas comme ça. Il faut du temps pour y aller. Il faut surtout du temps pour s'y intéresser. Oui, pour y rester, bien sûr. Non, mais pour s'y intéresser. Tout simplement pour qu'on sente une réelle parenté, un réel intérêt partagé entre la métropole et ce territoire. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe également en Polynésie. Et pendant ce temps, il y a des gens autour qui, eux, sont très intéressés et qui ne cessent de manifester leur intérêt. Et donc, je
je pense évidemment à des puissances étrangères. Alors on parle beaucoup de l'Azerbaïdjan, mais pour des raisons qui sont tout à fait circonstancielles. Juste développer un petit peu pour nos téléspectateurs, si vous voulez. Non, mais allez-y. Il se trouve qu'on a remarqué qu'il y a des drapeaux de l'Azerbaïdjan, y compris d'ailleurs des photos, des posters du président Aliyev azerbaïdjanais, qui est un autocrate corrompu, tout ce qu'on voudra. Et c'est donc un peu curieux que de le voir érigé ainsi en idole sur ce bout de France au bout du monde. C'est tout simplement parce que là se règlent des comptes entre Paris et l'Azerbaïdjan à propos du soutien français à l'Arménie, enfin bref. Mais c'est aussi, ce n'est pas que ça d'ailleurs, c'est aussi parce que ce pays, cette république, agit également en proxy. Vous savez, ce qu'on appelle les États qui agissent au nom d'autres en réalité. Et donc là, en l'occurrence, pas mal de la Russie et d'une autre puissance qui est extrêmement présente dans la région, extrêmement intéressée, qui est la Chine. La Chine fait un entrisme forcené dans ces différents confettis dans l'Asie-Pacifique, que ce soit la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce qu'elle considère que c'est sa région, c'est sa Mare Nostrum, en quelque sorte. Bon, mais donc pour revenir à la question sur la mission, oui, ça pourrait être utile parce que en Nouvelle-Calédonie même, c'est vrai que les aspects coutumiers sont très importants. C'est vrai que d'abord la proximité, d'abord s'écouter. Là, ce qu'on a décrit les uns les autres, c'est vrai que cette espèce de barrière, de coupure, c'est quelque chose qui est absolument dramatique et qui s'est radicalisé ces derniers mois et au fil de ces référendums et de leur suite. Donc c'est vrai qu'il faut que cette société se remette un peu ensemble. Je reviens si on prend les propos de Mélenchon là à l'instant qu'on a écouté ensemble, qu'est-ce qu'il dit Mélenchon? Il dit on déplore 3 Kanaks morts et un gendarme français parce que les Kanaks ne sont pas français. Rien que ce langage, rien que cette rhétorique, c'est terrible. Et d'ailleurs ça fait écho à un phénomène qui est assez général, qui est cette espèce de combat en gros du Sud global, qui est endossé d'ailleurs évidemment par la Russie, par la Chine, contre un Occident qui est maléfique, quelles que soient ces manifestations. Évidemment, je grossis le trait en disant ça. Néanmoins, ça nourrit des frustrations qu'on peut trouver ici et là. Carole, juste... Non, juste à propos de la mission, qui effectivement, ça semble une bonne idée. Juste pour dire que le nom de Braun-Pivet a effectivement été cité... La présidente de l'Assemblée nationale. Pardon, oui, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, comme celui d'Édouard Philippe ou de Gérard Larcher. Bon. Mais Madame Braun-Pivet avait démissionné du ministère des Outre-mer. Elle était restée 1 mois, donc... Et elle devait aller en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et elle a démissionné la veille. Oui, et donc c'est pas forcément peut-être la meilleure personne. Voilà, ça c'était juste un petit point de détail. Et sinon sur la méthode, c'est juste pour renchérir sur ce qu'on dit tous, sur le fait qu'il faut prendre beaucoup de temps. Et du coup, je trouve que, comment dire, l'idée d'Emmanuel Macron d'avoir voulu organiser une réunion avec les élus en visioconférence dès aujourd'hui, parce qu'à l'origine, il s'agissait de faire ça à l'issue du Conseil de défense de ce matin. Bon, et puis finalement, c'était l'après-midi, et puis finalement, c'est annulé parce que les élus n'en veulent pas. Et c'est évident que dans une situation pareille, il faut voir les gens physiquement. Le côté visioconférence m'a apparu totalement incongru. C'est très compliqué parce qu'une partie de l'opinion, et notamment je pense que c'était devenu la doctrine du gouvernement, peut considérer qu'après 3 référendums, la messe est dite, le peuple a parlé, les gens se sont exprimés, donc on passe à autre chose. Et du côté des indépendantistes, on ne peut pas passer à autre chose. Donc on ne peut pas d'abord faire le deuil de la revendication indépendantiste, et il faut donc revenir au fondement même de ce qui avait été la réconciliation, et donc une construction en commun. C'est ces chemins-là qu'il faut essayer de restaurer. Et je signale quand même que dans la situation de crise actuelle, il y a quand même eu un communiqué signé de tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est à peu près la seule bonne nouvelle de la semaine. De tout le monde, y compris des leaders indépendantistes, y compris du comité le plus radical qui s'appelle CCAT. Voilà. Qui a aussi appelé au calme. Donc c'est que peut-être... la voie du dialogue va se rouvrir. Alors, Bruno, je veux vous faire réagir juste sur des déclarations que Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, a faites à nos confrères du Monde. On va voir une partie de ces déclarations qui semblent quand même être assez différentes de ce que revendique depuis toujours le Front National puis le Rassemblement National. Elle promet un accord global institutionnel et économique avec une nouvelle consultation sur l'indépendance.
dans 40 ans. Et certains y voient quand même une certaine évolution, un peu peut-être surprenante, de Marine Le Pen, parce que la ligne, c'était toujours la Nouvelle-Calédonie, c'est la France, point final. Il faudra sans doute prendre le temps de lire l'ensemble de l'interview, parce que là on a un extrait, mais sur la base de cet extrait, c'est vrai que c'est une évolution de la position historique de la famille Le Pen sur la Nouvelle-Calédonie, mais c'est une évolution comme sur beaucoup d'autres sujets. Certains disent que ce sont des reniements par rapport à la position de Marine Le Pen. Il y a aussi beaucoup sans doute de tactique. En tous les cas, il y a une volonté peut-être de pas trop souffler sous les braises quand même sur cette affaire-là. Dans cette position que je lis, alors peut-être sans doute qu'elle dit autre chose, mais ce qu'on peut en tirer. Alors justement, on va parler du Rassemblement national, parce que ça ne vous a pas échappé, on est à quelques semaines, à 3 semaines des élections pour le Parlement européen, et on va regarder le dernier sondage IFOP fiducial pour Le Figaro et pour nos confrères de LCI, qui montre que le Rassemblement national continue de caracoler, il faut bien l'appeler comme ça, en tête, avec 32,5% des intentions de vote, presque 2 fois plus que la majorité, 16,5%, suivi d'assez près par la liste socialiste Place Publique de Raphaël Glucksmann, 14%. Tous les autres sont en dessous de 10%. Et pour les écologistes et Reconquête, on est même à très près de 5%. Henri Vernet, je sais que pour le Parisien, il y a eu un autre sondage Ipsos, aussi. Absolument. Ipsos, voilà, qui est pas très différent. Mais ce qui est assez étonnant, enfin peut-être pas, peut-être que vous allez me dire que c'est normal, c'est que ces sondages ont finalement très très peu bougé depuis un mois. La situation semble figée, peut-être que ça peut encore évoluer, mais... Oui, alors elle n'est pas figée, parce qu'on sait bien que forcément... Il y a quand même des petits... Alors notamment, elle n'est pas figée sur le plan de l'intérêt pour ces élections. Ça, on voit que l'intérêt, il se renforce, et également à la mobilisation, parce que nous, dans notre précédente vague Ipsos, qui était il y a 3 semaines, on mesurait 43% de participation probable, et là, on a déjà gagné 2 points, donc il y a quand même une campagne qui commence à mobiliser. Donc c'est vrai, vous avez raison, cette stabilité, notamment, ce qui est en effet étonnant, un Rassemblement national à une position aussi haute, et le rester de manière comme ça stratosphérique, sans sembler être menacé par des poursuivants. Là, oui, c'est vrai que... Mais en ce moment, y compris les événements dont on vient de parler, c'est vrai que quelque part, le contexte joue pour eux. Et notamment, là, aujourd'hui, on voit une séquence cette semaine qui est dramatique, en tout cas pour les partis de gouvernement, enfin, et pour Renaissance, tout simplement, pour le camp présidentiel, avec l'attaque dramatique du fourgon pénitentiaire. Ça, c'est vraiment... il y a eu une attaque contre un fourgon où 2 personnes ont été tuées à bout portant. Absolument, et des images de grand banditisme, je veux dire, à la mexicaine, à la colombienne, tout ce qu'on voudra sur un péage en Normandie. Enfin, tout ça effraie les gens. Évidemment, les images de Nouvelle-Calédonie. Bref, alors que c'est vrai que le camp présidentiel, et singulièrement Macron lui-même, avait misé justement cette semaine plutôt sur une image de la France qui, pendant ce temps, avance et gagne en quelque sorte, attire les investissements, avec le salon de Choose France, et puis avec les différentes visites présidentielles qui étaient prévues, programmées à Flamanville, le PR, dans un champ éolien à inaugurer hier, et tout ça il a dû y renoncer. Donc au contraire, on a cette image de l'économie qui aurait pu servir, parce que c'est ça qui est vendu, une Europe qui permet à la France de se développer tout en la protégeant, et tout ça passe à l'as. Donc c'est vrai que c'est plutôt de ce côté-là une mauvaise semaine sur le plan de campagne électorale. Jean-Marie, on a l'impression que le Rassemblement national surfe sur la vague. Oui, que chaque semaine, ça apporte son lot d'événements dramatiques, tragiques, qui mettent en jeu la sécurité, et donc qui continuent d'alimenter le fait que, comme par un arrêt réflexe, un certain nombre de Français et de Françaises votent pour le Rassemblement national, à leurs risques et périls. Bruno, mais même en dessous, j'allais dire très en dessous du Rassemblement national, les choses semblent figées. À un moment, on a parlé de possibles croisements des courbes entre Raphaël Glucksmann et la liste de Valérie Ayé, la liste de la majorité. Ils ne sont plus très loin, mais le rapprochement ne se fait pas. Oui,
comme une sorte de stagnation. Ça plafonne un peu pour la liste de Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, qui avait énormément progressé, j'allais dire en tout début de campagne, il y a 2 mois. Et puis là, c'est vrai que il est un peu tanké à 12, 13, parfois 14 dans certains sondages. Mais de toute façon, derrière la liste Hayet. Alors après, une fois qu'on a dit ça, les européennes, ça joue souvent dans la dernière semaine. Donc on fond toujours un petit peu sur vraiment les derniers jours de campagne. Souvenons-nous que Yannick Jadot, la tête de liste écologiste, avait quasiment doublé son score des sondages pour finir à 13-14 de mémoire. Et pratiquement à chaque européenne, on a des mouvements comme ça qui montent et qui descendent. François-Xavier Bellamy, la tête de liste LR, encore cette fois-ci, avait quasiment vu son score divisé par 2, pareil, dans les 15 jours, les 15 derniers jours. Donc, il faut se méfier. Là, on est un peu dans une phase où, vous savez, les Français, ils enchaînent les week-ends, les ponts. Il va y avoir un événement important dans la semaine qui vient. C'est le débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Ce sera sans doute le point culminant de cette campagne. Et ensuite, il y aura un deuxième événement extérieur, mais qui va peser, à mon sens, sur le résultat. Ou pas, c'est les commémorations du 6 juin qui vont occuper toute la dernière semaine de campagne, ce qui fait qu'en fait la campagne s'arrêtera probablement autour du week-end du 3 juin. Alors, Carole, est-ce que vous pensez qu'en effet il peut y avoir des surprises de dernière minute? Je rajoute juste, vous parliez de débat Bardella-Attal, il y a eu des rumeurs d'un éventuel débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pas une rumeur. Il l'a vraiment évoqué. J'étais dans la tribune dimanche. Il l'a vraiment évoqué et il a vraiment dit j'y songe. Oui. Bon, et encore hier, un des principaux collaborateurs du président m'a dit il est prêt. Mais bon, on ne sait pas si ça aura lieu. Bon. Je pense que maintenant, ça n'aura pas lieu. Marine Le Pen a changé 4 fois d'avis. Donc, oui, parce que Marine Le Pen a dit oui, puis en septembre, et puis... Ça, elle a dit oui, mais après l'élection. Non, mais pour répondre à votre question, oui, bien sûr, il peut toujours y avoir, comme Bruno vient de le dire excellemment, des changements de dernière minute. Mais je ne suis pas certaine, enfin, ces changements, ils peuvent affecter ou bénéficier, peut-être, je ne sais pas, à la liste de Bellamy ou à la liste de Glucksmann, voilà, peut-être, mais je ne vois pas vraiment le score que les sondages prêtent au Rassemblement national changer de beaucoup. Parce que vous aviez raison de dire que la semaine, effectivement, fait vraiment le lit des arguments habituels du Rassemblement national et de la droite, d'ailleurs plus largement. Hein. Mais pas juste, enfin j'allais dire pas juste la semaine, non? Mais il n'y a pas que cette semaine-là. Voilà, oui, c'est ça. Franchement, il faut se souvenir que depuis l'an dernier presque, hein, si on remonte aux émeutes de juin ou juillet dernier, qui avaient quand même, on s'en souvient, énormément choqué les Français. Tout l'hiver, tout le printemps, il y a eu des meurtres d'adolescents, des histoires de harcèlement. Cette jeune femme à Marseille qui prend une balle perdue alors qu'elle est dans la chambre de son appartement. Enfin, on a l'impression que ça n'a pas arrêté. Donc oui, ça fait plutôt la campagne du Rassemblement national qui a presque pas besoin de faire campagne, quoi. Le problème de fond, c'est que, et c'est en cela que c'est une anticipation qu'il faudrait déconstruire. Mais pour le moment, vous avez un bloc, donc Marine Le Pen plus sa nièce, qui reproduisent au fond le score de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, c'est-à-dire en gros 40% des Français. Et puis autour, c'est la dispersion totale, c'est l'éparpillement total. Donc si le paysage politique reste le même, c'est-à-dire un bloc comme ça qui reste sur ses positions et toujours l'éparpillement autour, il n'y a même pas besoin de voter au présidentiel, on connaît déjà le résultat. Hein. Vous êtes d'accord, Henri? Parce qu'on sait que les élections européennes sont quand même... Non, normalement, elles sont détachées et puis la présidentielle, c'est dans deux. Non, je dis simplement que la présidentielle, c'est dans 2 ou 3 ans. Je dis simplement que si rien n'est fait au lendemain de ces européennes pour justement que, à côté, entre Marine Le Pen et l'extrême gauche, disons Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas quelque chose qui permette de regrouper un noyau central ou de regrouper suffisamment d'électeurs pour faire un bloc
face à Marine Le Pen, voilà, elle continuera à galoper. Alors justement, est-ce que continuera à s'étonner qu'il y ait toujours 30 ou 35% d'intention de vote au premier tour. Alors, est-ce que quelque chose peut émerger, soit du macronisme, soit de la liste Glucksmann, parce qu'évidemment, il est accusé de cacher les François Hollande et autres qui pensent déjà à la suite. Oui, enfin, accusé, oui et non, parce qu'après ses ennemis, ça... Non, mais je comprends bien, non, mais totalement vos termes. Non, je dis oui et non, dans la mesure où ceux qui se prononcent actuellement, en tout cas dans les sondages pour Glucksmann, disons que c'est la tendance de l'électorat social-démocrate. Donc ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et quand on pense... Mais il avait disparu, presque. Justement, et c'est bien pour ça que c'est pas vraiment caché, parce que ceux qui viennent chez lui, qui viennent du côté de Mélenchon, ben c'est justement pour ces raisons-là, pour retrouver une gauche qui soit beaucoup plus constructive que celle qui ne jure que par le Hamas et par, en gros, vouer aux hégémonies l'État quel qu'il soit. On vient de le voir encore à propos de Nouvelle-Calédonie. Et ceux qui viennent de Macron, ben c'est ceux qui, justement, toujours chez Glucksmann, sur les seuls Glucksmann, puisque c'est de là qu'il tire une partie de son électorat, ben ceux-là viennent parce qu'ils ont été déçus par la droitisation du camp Macron, notamment avec la loi immigration, les retraites, etc. Donc, ce qui pourrait émerger, bah, c'est quelque part une espèce de réapparition d'un courant social-démocrate assez fort, alors qu'il incarnera vraiment pas forcément Glucksmann. C'est vrai que se posera alors, en effet, là, peut-être lui, mais on a vu quand même beaucoup de gens se brûler les ailes. Yannick Jadot, d'ailleurs, qui était sorti plutôt pas mal des européennes, est totalement inexistant, effondré à la présidentielle 3 ans plus tard. Donc, c'est difficile de préjuger pour l'heure, mais enfin, voilà ce qui pourrait se passer. Ce qui pourrait se passer également d'autre, et en cela, l'affaire du débat est intéressante quand même. Parce que dans un premier temps, on ne comprend pas pourquoi Marine Le Pen, elle refuse ce débat avec Macron, qui la hausserait sur le plan présidentiel, alors que Bardella, lui, est face à Attal. Donc, on n'est pas au même niveau. Donc, sur le papier, elle aurait tout intérêt à l'accepter maintenant, parce qu'en plus, imaginons que réellement ce score se réalise. Bah, il ne le devra qu'à lui-même, Bardella, si Marine Le Pen ne s'est pas avancée en première ligne dans la campagne. Et donc, peut-être que ça masque encore une certaine crainte de sa part de se faire un peu balader sur les terrains vraiment solides que sont, enfin, en tout cas cruciaux, que sont l'économie, le budget, etc. Et la situation internationale, parce que quand même... Voilà. Ouais. Quand même, le poutinisme n'est pas loin chez le... Est-ce que, à gauche, Bruno, est-ce que du côté de Hollande, Cazeneuve ou je ne sais trop qui, vous souriez, on s'agite en coulisses en essayant de réincarner, de réinventer le fameux trou de souris que Hollande pensait prendre, mais qu'il n'a jamais osé ou pu prendre? La politique dans ces périodes-là est faite d'agitation. Tout le monde court caché et attend de sortir après les élections. À gauche, en tous les cas, le printemps a été meurtrier. La NUPES n'est plus. Et ça, c'est quand même un constat. Il s'envoie des mots extrêmement durs pendant toute cette campagne. Quand on fait la recension de ce qui s'est dit depuis le 7 octobre, enchaîné avec l'enchaînement avec la séquence européenne, Sciences Po, c'est assez incroyable. Il suffit de regarder un peu les interviews, PS, Insoumis, écologistes aujourd'hui face à Glucksmann. On voit la candidate qui est vraiment en détresse dans les sondages, qui commence à hausser le ton, à dire un peu n'importe quoi. Oui, carrément n'importe quoi. Et là, c'est quand même vraiment la gauche pouvait trouver un chemin, mais manifestement le fait que le PS revienne au-dessus de 10, ça radicalise les autres formations. Et les Insoumis quand même consolident, alors à un niveau assez bas, mais en gros, juste en dessous de 10, la stratégie de la radicalisation permet aux Insoumis, pour l'instant, si on s'en tient à certaines enquêtes, d'être au-dessus de ce qu'ils avaient fait, le mauvais score d'il y a 5 ans. C'est pas très glorieux quand même, car pour un Mélenchon qui a fait, j'allais dire, le triple de ce qu'ils ont dans les sondages... Moi, je trouve que comment dire, la stratégie du nouveau bruit et de la nouvelle fureur... ne fait pas recette, franchement. Enfin, Manon Aubry qui a accusé d'autres la tête de liste, de toucher de l'argent, qui a joué le tous pourri. Ça n'a pas vraiment fait bouger tellement les sondages en sa faveur. Donc là, on a l'impression qu'ils sont... Ça ne préjuge en rien, effectivement, de ce qui peut se passer pour une présidentielle, parce que si jamais Jean-Luc Mélenchon est candidat, Mélenchon, c'est une stature, c'est une incarnation. Il y a quand même une réalité c'est autre chose. Mais... Puis il y a une réalité qui va s'imposer. Je veux dire, il y a la guerre à nos portes.
le sort de l'Ukraine, le sort de l'Union européenne, le sort de l'Occident, entre guillemets, ce qui se passe au Proche-Orient. Tout cela ne pourra pas ne pas être dominant dans la période qui vient. Et là, je veux dire, les différents acteurs seront confrontés à leur propre... Mais les positions qui ont été prises, Jean-Marie, notamment encore réitérées par Manon Aubry sur Poutine et sur l'Ukraine, rend vraiment les rapprochements extrêmement... Impossible, bien sûr. Quasi impossible. On est revenu à la gauche, aux gauches irréconciliables. Oui. Nous allons voir si elles vont finir par se réconcilier. Merci à vous tous et merci à vous d'avoir regardé Politique sur France 24. On se revoit la semaine prochaine.